Boris Eltsine démissionne le 31 décembre 1999 parce que Poutine le fera chanter sur des fraudes fiscales. Quelques mois après, lorsque Poutine arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met en place un décret assurant à son prédécesseur l'immunité totale. Il va contrôler tout le monde, que ce soit les oligarques, mais aussi toutes les chaînes russes qui étaient privées vont devenir publiques. De 1999 à 2000, Vladimir Poutine va mettre en place une guerre terrible contre la Tchétchénie. Après la chute de l'URSS, la Tchétchénie, comme beaucoup de pays avoisinant la Russie, ont souhaité leur indépendance. La Russie ne voulait pas que la Tchétchénie devienne indépendante. Ils ont créé une guerre montant de toutes pièces, que c'était des Tchétchènes islamiques qui avaient créé un attentat à Moscou. Donc ils vont faire la guerre de 1999 à 2000 contre la Tchétchénie en tuant 150 000 civils. Grozny, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 95, et l'armée russe subit la plus grande défaite de son histoire. Elle perd près de 300 chars. Qui est alors le premier ministre de Yeltsin et son dauphin désigné accuse aussitôt les Tchétchènes. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. À partir du moment où Poutine arrive au pouvoir, il va y avoir énormément de meurtres et d'empoisonnement. Commençons par Viktor Yushchenko. En 2004, alors qu'il est en pleine campagne présidentielle ukrainienne, il est pris de malaise, hospitalisé en Autriche. Lorsqu'il revient en Ukraine, il est totalement défiguré, qui est lié à la dioxine. C'est une concentration chimique qui était 10 fois supérieure aux valeurs maximum autorisées. Ça attaquait son foie, son tube digestif, le pancréas et la peau. La raison, c'était parce que Poutine soutenait son rival, Viktor Yanukovych. En 2006, Litvinenko, alors qu'il était avec des amis en train de boire un thé à Londres, va se retrouver empoisonné par du polonium 210. Il mourra quelques temps après. Il soupçonnait Poutine de corruption dont il avait secrète contre lui. Il dira sur son lit de mort: il est temps de dire quelques mots aux responsables de mon état actuel. Vous pouvez faire taire un homme, mais les hurlements de protestation du monde entier retentiront à vos oreilles pendant le reste de votre vie, Monsieur Poutine. Que Dieu vous pardonne pour ce que vous avez fait, non seulement à moi, mais encore à la Russie et à son peuple. En 2006 aussi, Anna Politkovskaya va être morte assassinée parce qu'elle était contre Poutine. C'était une journaliste qui souhaitait éclaircir de nombreuses choses contre lui. En 2008, Vladimir Poutine et la Russie vont rentrer en guerre contre la Géorgie, qui souhaitait rentrer dans l'Union européenne. Ils souhaitaient devenir une démocratie. Vladimir Poutine va faire la guerre. À ce jour, la Géorgie appartient à la Fédération de Russie. Depuis la nuit dernière, les combats sont particulièrement violents dans la ville de Tsingvali. Il y a des victimes, dont des soldats russes. C'est une situation dramatique qui oblige à prendre des mesures. Je voudrais dire au monde entier qu'une agression caractérisée est menée contre la Géorgie depuis quelques heures. La Russie a bombardé le territoire géorgien et des zones habitées. Ce n'est rien d'autre qu'une agression extérieure. En 2015, Boris Nemtsov, opposant politique, est assassiné au moment où il allait publier un rapport informant de l'invasion de la Crimée et que la Russie armait les rebelles du Donbass. En 2015, Vladimir Poutine et Bachar al-Assad ont tué des milliers de Syriens avec des bombes chimiques. L'idée n'est pas de dire que d'autres pays n'ont pas fait la guerre ou détruit des peuples, c'est juste de montrer la puissance et le pouvoir de Vladimir Poutine dans la destruction. En 2017, Vladimir Poutine va aider Donald Trump à devenir président des États-Unis. Ça sera l'affaire Russygate. Il a falsifié des élections. Bien sûr qu'on n'en avait jamais la preuve, hein, comme toujours. Il préférait Donald Trump plutôt que Hillary Clinton, qui le traitait de nouveau Hitler. Hillary Clinton a dit que ce que faisait la Russie en ce moment en Europe centrale ressemblait à ce qu'Hitler faisait dans les années 30. Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. En 2015, Vladimir Kara-Murza sera empoisonné 2 fois avec du manganèse, du cuivre, du zinc et du mercure qu'on retrouvera dans son sang. Il était président de l'Open Russia, c'était un mouvement ayant pour but de construire et de renforcer la société civile russe. Pour créer une démocratie, c'était un opposant à Vladimir Poutine. En 2018, Sergei Skripal et sa fille sont retrouvés inconscients sur un banc au Royaume-Uni, empoisonnés par du Novichok utilisé pendant la guerre froide. C'était un agent double qui travaillait pour le service secret anglais contre la Russie. En 2018, Piotr Verzilov sera aveuglé par un produit inconnu. 2 raisons pour lesquelles il a subi ce traitement. La première, c'est parce qu'il a pénétré sur le terrain de France-Croatie en finale de la Coupe du Monde, aussi pour ses liens avec 3 journalistes russes qui ont été assassinés en Afrique, qui enquêtaient sur les mercenaires russes en Afrique. Et 2022, guerre en Ukraine. Son idée principale, c'est de protéger les pro-russes du Donbass. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Donbass d'origine est ukrainien, qui parle russe, proche de la Russie par frontière, mais ça reste des Ukrainiens. La propagande russe montre l'inverse de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'ils sont sur une
opération spéciale pour libérer les pro-russes des néo-nazis ukrainiens. Alors que ça n'a rien à voir. L'Ukraine est un pays qui souhaite une démocratie, qui souhaite avoir une liberté, où ils veulent enfin être libres et plus avoir le régime russe avec des systèmes d'oligarques, avec de la corruption et un dictateur qui est au pouvoir, qui s'était rapproché un temps de l'Occident pour des raisons économiques principalement. Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'est enfermé dans son propre monde. Il y a quelques années, Angela Merkel avait déjà informé aux différents dirigeants du monde entier que Vladimir Poutine se retranchait dans ses idées, qu'on avait du mal à lui donner raison. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Russie qui a le plus de têtes nucléaires au monde, 6500, qui peut anéantir le monde entier. Du coup, l'Union européenne ne peut plus être le petit des États-Unis et dépendre autant de la Russie. C'est la démocratie, il faut qu'elle soit défendue. Et c'est quoi une démocratie? C'est d'avoir le sentiment d'être libre individuellement. Depuis 1000 ans, on essaie de trouver un modèle de société et c'est le moins pire, que ce soit le totalitarisme, que ce soit même le communisme. Dans toutes les histoires du monde, ça n'a jamais fonctionné dans le temps. La seule chose qui fonctionne, c'est la démocratie. C'est d'avoir des tribunaux libres, d'avoir une liberté d'expression sans risque de se faire emprisonner ou de se faire empoisonner. C'est ça une démocratie. Bien sûr, elle est très fragile, elle est débattue parce qu'il y a toujours cette sensation de est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie? Quand on voit les gilets jaunes et toute autre chose, on a l'impression que des fois on est dans un régime totalitaire, mais réellement on est dans une démocratie, c'est-à-dire on a la liberté d'expression, une liberté individuelle. Pour toutes ces raisons, l'Union européenne doit devenir puissance militaire, que ça soit spatiale, alimentaire, que ça soit écologique, que ça soit diplomatique, qui doit prendre son destin en main, comme dit Angela Merkel. Grâce au Brexit, France et Allemagne s'est renforcée. Mais déjà, l'Union européenne, c'est quoi? C'est 750 millions d'habitants sur 10 millions de kilomètres carrés. C'est un PIB de 16 milliards d'euros qui correspond à 18% du PIB mondial. C'est la deuxième puissance économique du monde. C'est 240 milliards de dollars de dépenses militaires. Les États-Unis ne sont plus dans un modèle unipolaire, c'est-à-dire qu'ils gèrent le monde. Aujourd'hui, on est dans un modèle multipolaire où des nouvelles puissances arrivent, que ce soit la Chine, que ce soit même la Russie, mais l'Inde aussi. Et l'Europe doit trouver surtout sa place. Le couple franco-allemand doit se renforcer. En février 2022, Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, a fait une déclaration historique. L'Allemagne va s'armer à hauteur de 2% de son PIB, soit 100 milliards d'euros par an. Il faut des avions qui volent, des navires qui naviguent et des soldats qui soient en capacité d'agir. Voilà notre objectif. Ça fait 80 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que l'Allemagne était dans un modèle de diplomatie, mais jamais d'armement. Aujourd'hui, ils ont changé de registre, ils se rendent compte qu'à la porte de l'Europe, il y a trop de dangers et que l'Union européenne doit devenir une puissance. Même si Angela Merkel a fait beaucoup d'erreurs pendant ces périodes, elle était trop dépendante justement du gaz russe et qu'elle a accéléré même avec le gazoduc la dépendance de l'Allemagne auprès de la Russie. Elle a créé quelque chose de très important, c'est de croire en l'Union européenne. Et quand c'est la première puissance européenne qui pense ça, tout le reste peut fonctionner. Le monde change tout le temps. Encore quelques temps, on parlait d'Afghanistan avec les États-Unis, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine. Dans 6 mois, on parlera d'autres choses. Tous les 6 mois, il se passe quelque chose. En fait, le monde s'accélère. Dans 10 ans, ça n'aura plus rien à voir avec ce que c'est actuellement. Soit l'Union européenne va commencer son déclin, ou soit ça va devenir ce que redoute Vladimir Poutine, une espèce de monstre à 10 têtes, une présence maritime dans toutes les mers, dans tous les océans, grâce à la flotte française, et surtout une transition énergétique. Il faut que l'Europe devienne un modèle vis-à-vis du changement climatique. Qu'on arrête les énergies fossiles, qu'on part sur d'autres énergies beaucoup plus naturelles, beaucoup plus douces. Ça fonctionnera seulement s'il y a un changement de mentalité. Prenons l'exemple de la France. Et la France ne doit plus réfléchir comme la France-Afrique, comme un ancien empire colonial. C'est terminé. Elle doit réfléchir Europe. Il doit y avoir un respect. Prenons l'exemple du Mali. Actuellement, la France ne légitime pas le gouvernement malien et la junte actuelle. Parce qu'elle met 1 milliard d'euros par an, la France considère qu'elle a son mot à dire sur la gouvernance des peuples africains. Au contraire, elle a tout à perdre. Là, aujourd'hui, les populations maliennes se rendent compte qu'ils sont contre la France, contre le modèle français. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam sont sortis de la zone franc et ils se développent très bien depuis qu'ils ont mis fin aux liens coloniaux avec la France. Mais nous, on est là, on est dedans. Et on pense que si on demande gentiment, ils vont nous laisser sortir. Mais la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache. Et le temps du dialogue est
terminé. Ils veulent nous diviser pour mieux régner. On arme les Maliens contre les Maliens pour créer des poches d'insécurité et vendre l'aide. Quoi de mieux qu'une situation d'insécurité totale pour faire le business au détriment des Maliens et des Africains? Il est question que l'Afrique puisse être libre de gérer ses matières premières. Parce que oui, madame, monsieur, c'est de ça qu'il est question. C'est une lutte pour les richesses de l'Afrique qui appartiennent d'abord aux Africains. Et ils sont libres, ils devraient être libres de décider avec qui ils veulent commercer. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qualifie la gouvernance actuelle comme des terroristes. C'est pas possible, il faut respecter, même si la France aide indirectement les pays africains. Prenons l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les États-Unis ont aidé la France pour se reconstruire, la France n'aurait absolument pas aimé si les États-Unis avaient imposé leur choix dans les partenaires, dans les entreprises, etc. Car en continuant dans cette logique, elle a tout à perdre. Il faut arrêter avec cette France-Afrique. Les pays africains doivent être gouvernés par les Africains et pas par des représentants de l'Union européenne où il faut que ce soit des choix par les peuples, car on peut critiquer la Russie, mais si la France continue dans ce registre-là, ça revient quasiment au même. Ça paraît peut-être utopique, mais si on part dans cette logique-là, l'Europe aura tout à gagner. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt pour ou contre l'Union européenne?